Bon, ben c'est bon. Merci tout le monde. Je pense que Catherine a fait quand même une très bonne présentation, puis une mise en bouche pour ce dont je vais vous parler, les actionneurs à fluide magnétorhéologique d'Exonétique. Fait que, si Catherine, tu te cherches une job à la fin de ton doc, tu peux venir nous voir. Donc, les actionnaires à fluide magnétorhéologique dont Catherine parlait, c'est quoi ça? Comment ça se positionne dans le spectre général des actionnaires, du monde des actionnaires? Bien, sur le graphique à droite de l'écran, ce qu'on essaye de représenter ici, c'est le type d'actionnaire en fonction de différents critères, dont la qualité de la force qui est produite. Puis quand on parle de qualité de force produite, nous autres, on parle beaucoup de est-ce que l'actionnaire est capable d'avoir une bande passante mécanique élevée? Est-ce qu'il est capable de transparence? Est-ce qu'il est capable d'avoir une faible inertie? Est-ce qu'il est facile à rétro-entraîner? C'est ça qu'on veut dire par qualité de force produite. Puis sur l'autre axe, on voit, c'est la force-to-weight ratio. Ça, c'est la densité de force d'un actionnaire. Puis souvent, on va avoir à faire un compromis. Donc, si on utilise un moteur direct drive, on va avoir une très bonne qualité de force, mais on va se retrouver avec un actionnaire qui est très lourd, encombrant, dispendieux. Puis à l'autre bout du spectre, bien, on a les actionnaires hydrauliques qu'on retrouve sur des pelles mécaniques, par exemple. Puis ces actionnaires-là vont être très forts. C'est pour ça qu'ils sont utilisés là, pour pelleter de la terre. Mais il n'y a pas de qualité de force qui va être produite. Il n'y a personne qui accepterait de se faire flatter par une pelle mécanique, par exemple. Nous autres, chez Exonétique, les actionnaires à fluide magnétorhéologique se positionnent comme la rencontre d'une grande qualité de force avec une grande densité de force, donc le coin droit supérieur. Puis on remarque qu'on est supérieur au niveau de la bande passante à ce qu'on retrouve souvent au niveau des muscles humains. Donc, ça va être des actionnaires qui vont avoir une grande qualité de force, densité de force élevée. Ils vont être peu dispendieux. On va utiliser des matériaux standards, pas de tolérance serrée. En fait, c'est assez peu dispendieux pour être utilisé dans le monde automobile. On travaille avec beaucoup de joueurs automobiles. Puis ça va être assez fiable pour trouver des applications dans le monde aérospatial au niveau des actionnaires de surface de vol qui ont des défaillances, qui pourraient avoir des défaillances critiques là, en cas de défaillance. Donc, comment ça fonctionne un actionnaire de fluide magnétorhéologique? Bien, ça nous prend toujours une source de puissance. La majorité du temps, c'est un moteur électrique, ça pourrait être un moteur hydraulique, mais pour la présentation d'aujourd'hui, on va simplifier ça. Il y a un moteur électrique qui tourne très vite. On va avoir un réducteur mécanique, donc ça peut être n'importe quel type de réducteur, par courroie, par planétaire, par gear. Donc, souvent, quand on va avoir un moteur puis un réducteur, ce qu'on va faire, on va augmenter la densité de force, mais on va diminuer la qualité de la force que l'actionnaire va être produit parce qu'on va augmenter l'inertie réfléchie à la sortie. Pour corriger ça, nous autres, chez Exonétique, on va ajouter des embrayages à fluide magnétorhéologique, un embrayage ou deux embrayages, tout dépendant de l'application. Puis cet embrayage-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer toute l'inertie du moteur et du réducteur. Il va éliminer toutes les imperfections au niveau des mouvements, des ondulations, les vibrations mécaniques qui peuvent se produire dans un moteur, le couple de détente, par exemple. Puis, en mettant deux actionnaires qui fonctionnent de façon antagoniste, on va être capable d'éliminer le jeu mécanique. Donc, on va se retrouver avec un actionnaire qui a une grosse densité de force, une grande qualité de force qu'on va pouvoir contrôler en force pure. Donc, comment ça fonctionne? Le moteur ici ne change jamais de direction dans l'application qu'on montre. On va contrôler la vitesse du moteur pour toujours s'assurer qu'il y a un glissement dans les embrayages. Puis, on va sélectionner le couple qu'on envoie à la sortie en modulant un courant électrique dans un coil. Désolé pour les anglicismes, je suis plus habitué de faire mes présentations en anglais qu'en français. Donc, dans une bobine, on va moduler le courant, puis en fonction du flux magnétique qui va traverser le fluide magnétorhéologique qui se retrouve entre la sortie puis l'entrée de l'embrayage, mais il va y avoir plus ou moins de couple qui va être transmis au mécanisme. Ça nous permet d'avoir des bandes passantes mécaniques très élevées, 50 Hz et plus, sans changer de direction le moteur. Donc, nous autres, ce qu'on a, c'est des actionneurs. On ne fait pas de produits spécifiques pour le moment. On fait des actionneurs pour plein d'applications. Donc, ce qu'on a vraiment, c'est une plateforme technologique. On va autant de l'optique aérospatiale jusqu'à la robotique collaborative, puis faire des suspensions de véhicules. Puis, chose importante à dire, on travaille toujours en co-développement chez Exonétique. Puis, on travaille en co-développement et en amont et en aval. Entre autres, on travaille beaucoup avec l'Université de Sherbrooke où il y a une dizaine de personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans le développement. Catherine en est une. Il y en a plusieurs qui vont parler aujourd'hui, qui gravitent autour de l'écosystème d'Exonétique.
Puis de l'autre côté, on va avoir des gens qui apportent une expertise de marché. Les Bell Hélicoptères, les Magna de ce monde, les Safran, qui, eux, sont capables de prendre la technologie, de l'intégrer dans leurs produits pour l'amener dans des choses qui vont être vendables sur le marché. Puis, on travaille, comme je le mentionnais, sur différents aspects, différents produits. Le premier produit sur lequel on s'en va sur le marché, c'est des suspensions actives avec Magna International, produit qui va être mis en production en 2021. Puis, on travaille aussi avec Safran Bombardier sur des side-sticks haptiques. On travaille beaucoup au niveau du contrôle de vol avec Bell Hélicoptère. On a plusieurs autres partenaires dont je ne peux pas nommer aujourd'hui. Mais là, on va se concentrer sur ce qu'on fait au niveau de la robotique collaborative avec, on a fait des projets avec l'Agence spatiale, on a fait des projets avec la NRC, on a fait des projets avec l'Université de Sherbrooke. Donc, les robots collaboratifs. Catherine l'a mentionné tout à l'heure, les robots collaboratifs ont besoin d'actionneurs qui ont des performances qui ne sont pas disponibles à l'heure actuelle sur le marché. Parce que quand on parle de robots collaboratifs à l'heure actuelle, c'est souvent des robots industriels, puis on va les avoir ralentis. Ralentis à tel point qu'ils vont être plus lents que ce qu'un humain va être capable de faire. Puis pour nous, c'est defeat the purpose, là. On veut un robot collaboratif, mais on veut un robot collaboratif qui est capable de bouger à des vitesses humaines. Puis pour être capable de faire ça, tout en étant sécuritaire, bien, on a besoin d'actionnaires innovants. C'est ça qu'on essaye d'amener dans l'écosystème de la robotique collaborative. Des actionnaires qui vont avoir des performances qui vont permettre aux gens qui développent des robots de faire des choses jamais vues par le passé. Parce que, bon, la plupart des gens qui font de la robotique collaborative aujourd'hui, là, ils se retrouvent dans le carré rouge que j'ai à l'écran. Donc, c'est des robots qui coexistent avec des humains ou qui travaillent de façon séquentielle sur des choses avec l'humain. Mais ce qu'on sait, où est-ce qu'on veut amener la robotique collaborative, c'est vraiment un robot qui coopère avec un humain, un robot qui travaille physiquement en contact avec un humain. Puis l'étape supérieure, c'est ce que Catherine a présenté tout à l'heure, c'est des robots qui sont portés par des humains et qui sont capables de travailler en coopération avec l'humain. Donc, c'est vraiment ça qu'on va chercher à faire chez Exonetic. Puis, l'histoire d'Exonetic au niveau de la robotique collaborative part de l'exosquelette qui a été développé avec Safran en 2017 en collaboration. Il y avait Charles Kazoum là, qui travaillait, puis on l'a vu sur la vidéo en arrière. Après ça, en 2018, on a travaillé avec une gang de l'Université de Sherbrooke, des étudiants, pour valider que notre technologie pouvait servir à faire des robots à câble, avec l'Université de Sherbrooke, entre autres, pour faire des robots MR à transmission hydrostatique. Puis en 2020, on s'en va vers des robots sériels. Donc, je vais juste vous montrer une petite vidéo qui a été faite par une équipe d'étudiants de l'Université de Sherbrooke. Puis, mais quand même, ça a fait un super bon robot qui continue à être utilisé à Sherbrooke pour faire progresser la technologie. Donc, l'équipe étudiante a fait un excellent travail. On était super contents des résultats. Comme vous avez vu dans la vidéo, ça permet de faire de la téléprésence. Ça permet un robot qui est capable d'avoir des impacts sans être endommagé. Donc, les travaux se poursuivent à l'Université de Sherbrooke à ce niveau-là. Puis, avec le projet de Catherine, je ne parlerai pas trop en détail de ce qui s'est passé dans le projet de Catherine parce que là, on l'a vu tout à l'heure. Mais les résultats sont aussi impressionnants. On se ramasse avec un robot très léger qui peut être porté par l'humain, avec une bonne bande passante mécanique, avec une super bonne capacité, rapide, puis qui va être sécuritaire avec l'humain. Puis on a super hâte de voir ce qu'on va être capable de faire au niveau contrôle avec ce robot-là pour vraiment montrer faire briller encore plus les particularités des embrayages magnétorologiques dans cette application-là.
Bon, ça nous amène aux robots de type sériel, parce qu'on s'est rendu compte que dans le monde de la robotique, bon, vouloir refaire un robot de A à Z, c'est peut-être difficile pour certains manufacturiers de robots. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'un robot sériel juste pour aller remplacer ce qui se trouve dans le joint. Fait que là, on a développé un joint avec les actionneurs MR c'est la même form factor qu'un joint avec un harmonic drive, presque les mêmes points d'attache, mais avec 150 fois moins d'inertie, 80 Hz de bande passante, 2 fois plus de vitesse, zéro backlash, qui résiste aux impacts, parce qu'on sait que c'est un problème au niveau des robots qui utilisent des harmonic drive, là, quand il y a un impact avec quelque chose. Durable, super facile à rétro-entraîner, donc avec moins de 3 de coupe de rétro-entraînement, à bas coût. Donc, ça, c'est là où on est rendu chez Exonetic en termes de robotique collaborative. La prochaine étape, c'est de faire un robot sériel collaboratif. Puis comment on fait ça? C'est que dans notre joint, on a réussi à packager 2 chaînes d'actionneurs magnétoréologiques. Donc, 2 moteurs, des gearbox, 2 embrayages MR. Puis les embrayages MR peuvent travailler ensemble ou ensemble dans une même direction ou de façon antagoniste pour avoir des effets de zéro backlash. Puis en plus, ce type ou cette architecture-là produit une redondance intrinsèque. C'est-à-dire que s'il y a un moteur, un embrayage MR, un gearbox qui lâcherait, ben, l'autre pourrait prendre la relève. Fait que ça ajoute un niveau de disponibilité encore plus élevé que ce qu'on a avec un joint harmonique conventionnel. Puis, ça permet aussi différents modes de fonctionnement. Donc, on peut y aller en mode barré. Puis, quand on a un mode barré, bien là, on a à peu près les mêmes particularités qu'un joint harmonique parce qu'on a le même ratio de réduction à la fin de la journée. Mais ça nous permet d'avoir quand même une grande résistance aux impacts parce que les embrayages MR agissent comme des embrayages de glissement. On peut aller aussi contrôler de façon antagoniste. Donc, quand on est antagoniste, on élimine complètement tout ce qui est backlash. Puis on a des super performances au niveau haptique. Donc, 182 fois moins d'inertie réfléchie qu'un joint de UR5, par exemple, de Universal Robot 5. Puis, quand on est en coopératif, on peut avoir les mêmes coupes disponibles. Donc, ici, on veut juste montrer au niveau du rétro-entraînement. C'est un joint de 30 Nm qu'on est capable de rétro-entraîner très facilement à la main avec le tie wrap ici. Donc, puis quand on ajoute une compensation de friction, on est capable de descendre à 0,5 de compensation pour la friction. Puis ça, sans capteur de couple. C'est important de le noter. Donc, on est capable d'appliquer des forces quand il y a un mouvement, quand il y a un humain qui est en mouvement, en contact avec le robot. On est capable de bien contrôler les forces, même s'il y a des mouvements rapides jusqu'à 360 degrés par seconde. Les résistants aux impacts. Ici, on voit qu'au niveau des impacts, on a juste 1 Nm de dépassement sur un impact sur un couple de 12 Nm. Donc, ça donne des joints qui sont très, très avantageux partout si on les compare à un joint de Universal Robot, par exemple. Puis, la prochaine étape pour nous, c'est vraiment de développer le robot complet. Puis, on a commencé à faire des calculs de l'avantage qu'on aurait au niveau des impacts avec un humain, par exemple, en fonction de quel joint serait sollicité. Donc, plus le joint qui est sollicité est loin de la base, bien, plus on peut aller vite pour avoir un impact équivalent à ce qu'on aurait avec un Universal Robot, parce que moins on a de masse qui va être portée à distance, là, parce qu'ici, on n'a pas d'actionnaires délocalisés. Les actionneurs sont vraiment dans les joints. Mais on voit quand même qu'il y a un gros avantage à utiliser les actionnaires à fluide magnétorologique parce que si les joints arrivent près du bout du robot, bien là, on voit que les ratios de vitesse, ça va autour de 13 jusqu'à 120 fois la vitesse pour un impact équivalent qui serait généré par un robot UR5. Donc, en résumé, les robots collaboratifs qui utiliseraient la technologie Exonetic auraient une haute qualité de force, une haute bande passante, ils vont être économiques, ils vont être robustes, ils vont être sécuritaires. S'il y en a qui veulent la présentation, ça va nous faire plaisir de la partager avec les gens du quorum. Puis,
en conclusion, si vous connaissez des manufacturiers de robots qui pourraient être intéressés par nos actionneurs, nous autres, ce qu'on développe, c'est des actionneurs qui sont custom, donc sur mesure, puis en fonction des requis de l'utilisateur au niveau de la fiabilité, de la bande passante, de la transparence, de la sécurité, on est capable de leur donner exactement ce dont ils ont besoin. Puis là, je pense qu'on a du temps un peu pour quelques questions. Oui, on a une question ici de Benoît Gilbert. Quels sont les inconvénients par rapport aux actionnaires UR, par exemple? Bien, nous autres, on n'en voit pas beaucoup, là, des inconvénients. Il y a juste quelque chose, quand on utilise du fluide magnétorhéologique, il faut contrôler son vieillissement, son usure, parce que ça devient quelque chose qui peut user. Il y a beaucoup de façons de mitiguer ça, mais ça serait à peu près le seul drawback que je verrais là, vraiment apporter une attention, là. Moi, je rajouterais là-dessus, moi, je suis JS, là, donc pas mal c'est là qui est derrière tous ces fameux joujoux qu'on a vus, là. Il faut faire attention parce que les harmonic drive ont beau durer longtemps quand ils sont sur une tablette. Mais dans la réalité, la minute qu'ils se cognent, les dents volent. 25% des joints des UR finissent cassés en dedans d'un an de l'utilisation, la première année d'utilisation. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier là-dedans, là. Fait que d'un point de vue de viabilité pratique sur le terrain, moi, je pense qu'on est largement supérieur. Parfait. Merci beaucoup. Je pense que ça répondait très bien. Avez-vous un coût estimé pour un équivalent de UR5 avec des actionnaires MR? Donc, on est déjà intéressé à avoir le robot collaboratif ici. On prend les commandes. Bien, pour nous autres, ça ne devrait pas être plus cher qu'un joint à terme, là, quand on va être capable de le produire, parce que produire un harmonic drive, c'est quand même assez dispendieux, alors que nous autres, on a des réducteurs qui sont plus simples. C'est sûr que le coût de l'embrayage est MR, mais à terme, ce qu'on a avec nos collègues puis nos partenaires du monde automobile, c'est qu'on va être capable de produire ça vraiment pour peu cher, là. Fait que, à la fin de la journée, je pense qu'on va être capable de démontrer dans à peu près toutes nos applications qu'on n'augmente pas le coût de l'appareil, mais on augmente beaucoup ses performances. Parfait. Puis une dernière question de Xavier Garand. Quelle est l'efficacité énergétique globale versus actionneur classique? Bien, si on fonctionne en mode barré, par exemple, là, puis on se sert juste des clutches comme slip clutch, ben, c'est la même efficacité énergétique qu'un actionneur conventionnel. C'est même mieux qu'un actionneur harmonique parce qu'il y a moins de friction dans nos actionnaires. L'efficacité de nos étages de réduction sont plus élevés que ce qu'on va retrouver dans un joueur harmonique. Oui, ça paraît ça, c'est la question. La efficacité, là, on pense que c'est comme un dent en circonstances de contrôle de vibration. Puis, surprenant, le MR avec il est aussi, sinon plus, que l'approche électromagnétique conventionnelle. On parle qui est encore pire, avec 60% de rendement, là. On parle d'une approche électromagnétique avec un engrenage de type conventionnel, spur gears. Donc, c'est quand même, et même du direct drive. Donc, du point de vue énergétique, c'est vraiment, vraiment pas si pire.